Alors, nous vous proposons la formation qui est consacrée exclusivement à l'acquéreur. Alors, qu'est-ce qu'un acquéreur? C'est une personne qui a le projet de devenir propriétaire d'un bien. Dans le cadre d'un projet immobilier, l'acquéreur est celui qui, d'un point de vue juridique, réalise l'opération. Nous parlons dans notre jargon immobilier les acquéreurs, toute personne étant dans la dynamique d'acquérir un bien, mais en fait, le terme exact serait plutôt prospect. Mais tout cela n'est qu'un détail. Le processus démarre donc avec la signature de l'avant-contrat, ou alors appelé bien évidemment le compromis de vente ou promesse unilatérale, et se termine avec la signature de l'acte authentique chez le notaire. Nous allons voir ensemble les différents statuts d'un futur propriétaire, donc actuellement un acquéreur. Alors, en ce qui concerne les couples mariés, sous le régime de la communauté légale, sont propriétaires, chacun pour moitié, à savoir de 50% chacun, à condition que le financement n'ait pas pour origine des fonds propres, c'est-à-dire venir d'une succession, une donation ou d'un bien vendu avant le mariage. Dans les autres cas, lorsqu'il y a pluralité d'acheteurs, il est possible d'opter pour le régime de l'indivision, c'est-à-dire que plusieurs personnes sont ensemble propriétaires ou par tout simplement la constitution d'une SCI. Donc la SCI, c'est la société civile immobilière, c'est-à-dire que nous ne serons pas sur une personne physique, mais une personne morale, comme une entreprise. Donc chacun étant propriétaire, par contre, dans une SCI, au prorata de son apport financier. Une formation vous est d'ailleurs proposée exclusivement concernant la SCI dans très peu de temps. Donc, on va parler de la pluralité des acquéreurs. La notion de co-acquéreur implique une approche plus complexe que celle de l'acheteur unique. Le choix du statut juridique dépend donc de plusieurs facteurs comme le régime matrimonial pour les couples mariés, pacsés ou en union libre, la nature des apports, donc des fonds propres ou des fonds communs, et la nature du bien acheté, une résidence principale ou un investissement locatif. Pour les couples mariés sous le régime de la communauté, c'est la situation la plus simple puisque le logement acheté après le mariage est un bien en commun. Donc deux situations sont toutefois à considérer. Donc le bien immobilier qui a été financé par des fonds propres représentant plus de 50% du prix d'acquisition, il est considéré comme appartenant à l'époux majoritaire. Le conjoint non attributaire, lui, recevant une compensation financière, ce qu'on appelle aussi une récompense. En cas de divorce, les époux se retrouvent dans une situation d'indivision. Alors celle-ci peut devenir complexe si ces derniers ne s'entendent bien évidemment pas. Dans tous les autres cas de figure, on privilégie le régime de l'indivision, qui convient aussi bien aux couples mariés sous le régime de la séparation de biens qu'aux couples pacsés ou vivant en concubinage. Simple à mettre en place, ce dispositif voit toutefois quand même certaines limites dans le cas de séparation. C'est pourquoi il vaut mieux prévoir le pire en signant au début une convention d'indivision. Il est évident que si vous êtes le rédacteur du compromis de vente, vous devez d'apporter à vos acquéreurs les informations les plus judicieuses au regard de la situation de ces derniers. En cas de doute, prenez bien évidemment contact avec le notaire avec lequel vous avez pour habitude de travailler, tout simplement en lui demandant conseil. Il existe peut-être des dispositifs plus appropriés à la situation de vos acquéreurs. Si toutefois c'était trop complexe, n'hésitez pas à leur proposer de rencontrer votre notaire ou leur notaire pour avoir plus d'informations. Pour information, si vous êtes donc le rédacteur du compromis de vente et que vous n'avez pas été en mesure d'apporter ou de rédiger un régime bien particulier pendant la durée du compromis de vente, il est possible de modifier les éléments ou de substituer une SCI. Attention, si elle n'est pas créée, faites en sorte que sa création se fasse dans les meilleurs délais, car cela peut générer énormément de retard pour la signature de l'acte authentique, surtout s'il y a une condition suspensive d'obtention de prêt. Car s'il y a constitution de SCI, c'est la banque financera le prêt sur la SCI et non sur la personne. Donc ça me permet plus de temps. Quoi qu'il en soit, dans les compromis, il y a toujours une clause de substitution. Donc ne craignez rien, bloquez entre guillemets vos acquéreurs et en second temps, vous pourrez mettre en place l'état civil qui sera au plus près et le mode d'acquisition au plus près de votre compromis. Donc pour la constitution d'une SCI, donc c'est la solution qui privilégie
beaucoup d'investisseurs, car la société civile immobilière, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, permet de contractualiser des accords entre des acquéreurs et d'anticiper sur des éventuelles difficultés en cas de désaccord. Les acheteurs ont la qualité d'associés, donc on est plus dans le système d'une entreprise, et deviennent propriétaires du bien en fonction de leur rapport au capital de la SCI.